Bonjour Rudy Reichstadt, Bonjour. on est ravis de vous recevoir. Vous publiez ce livre Au cœur du complot, c'est publié chez Grasset, un livre qui s'intéresse à la fois à la mécanique des théories du complot, mais aussi aux armes à déployer pour tenter de vaincre ce complotisme. Première question, est-ce que selon vous, on peut vraiment vaincre le complotisme à l'ère numérique, je précise? Si je ne croyais pas, je ne ferais pas tout ça. Donc, si vous voulez, oui, je pense qu'on peut en tout cas essayer de limiter son influence. Parce que le complotisme, ça a toujours existé. Ça a eu des conséquences funestes par le passé. Et aujourd'hui, avec les nouveaux moyens de communication, Internet, les réseaux sociaux, le haut débit, les plateformes de vidéo en ligne, eh bien, on a l'impression qu'il sort de son lit, qu'il prend une importance qu'il n'a pas eue dans notre histoire récente, et il a déjà des conséquences politiques graves, y compris sur notre capacité à continuer à vivre en démocratie. Alors, on va parler justement des conséquences dans un instant, mais je voudrais revenir sur un exemple dont on a beaucoup parlé ces derniers jours. Cette vidéo, cette interview, vous l'avez forcément vue, elle a été diffusée sur YouTube. Il s'agit du rappeur Gims qui affirmait, alors en quelques mots, que les Égyptiens utilisaient déjà l'électricité dès l'Antiquité. C'est une personne qui a énormément de followers, d'abonnés sur les réseaux sociaux, qui a énormément d'influence. Comment vous expliquez qu'une personne d'une telle envergure puisse tenir encore de tels propos? Mais parce que Gims, il fait partie de notre société, donc il est influencé comme tout le monde. Il n'y a pas de raison qu'il le soit moins par ces idées-là, parce que ces idées-là, elles circulent aujourd'hui sur Internet, sur des plateformes comme YouTube, et de toute évidence, il a été intoxiqué d'une certaine Mais il y manière croit vraiment par ou ces c'est choses-là. pour faire de l'audience? Probablement, parce qu'il a une forme de sincérité lorsqu'il s'exprime là-dessus. Donc on a vraiment l'impression que c'est sa vision du monde. Je ne crois pas que ce soit fin. Voilà. Je ne crois pas qu'il ait une carrière politique devant lui, qu'il a envie de... Non, je crois qu'il est vraiment sincèrement influencé par ces choses-là. Le problème, comme vous le dites, c'est qu'il représente quelque chose pour la jeunesse notamment. Il a des millions de followers, d'abonnés sur les réseaux sociaux. Donc sa parole, si vous voulez, a un poids et il a une forme de responsabilité. Oui. Est-ce que le complotisme, c'est quelque chose de typiquement français? Non, pas du tout, pas du tout. Le complotisme, on le retrouve dans toutes les cultures. Vous savez, il y a des études d'opinion sur plusieurs dizaines de pays qui montrent que la France n'est pas l'endroit où il y a le plus de complotisme. C'est pas non plus l'endroit où il y en a le moins. Il y a des pays qui sont 2 fois moins complotistes. Les États-Unis, oui, ils sont un peu plus complotistes que nous, si on veut. Ils ont tendance à répondre qu'ils croient davantage aux théories du complot. Mais des pays comme le Danemark le sont beaucoup moins que nous. Des pays comme la Turquie ou le Mexique le sont beaucoup plus que nous. Comment on l'explique ça, que les pays qui sont moins complotistes que nous? C'est sans doute lié à la confiance qu'on a dans nos institutions démocratiques. Ce qu'on voit, ce qui se dégage de toute évidence, il faudrait évidemment faire des recherches plus poussées là-dessus, c'est que là où la démocratie se porte bien, le complotisme est contenu, il reflue. Là où, au contraire, il y a une crise des institutions démocratiques, il a tendance à prendre beaucoup d'espace. Alors cet essor du complotisme, qu'est-ce que ça dit de nous aussi? Est-ce que ça veut dire qu'on passe beaucoup trop de temps sur les réseaux sociaux aujourd'hui? Mais probablement, il ne faut jamais oublier que le temps qu'on accorde à l'information, à la culture, à la connaissance en général, c'est un temps limité. Il n'est pas, il est pas infini, et donc le temps qu'on accorde à ces choses-là, à des vidéos expliquant que les Égyptiens avaient l'électricité, par exemple, eh bien c'est du temps qui est pris sur la bonne information de valeur ajoutée, c'est du temps qui est pris sur la connaissance validée scientifiquement, et c'est en ça que c'est un problème, parce que à la fin des fins, ça vient complètement changer notre vision du monde. Alors vous qui avez décortiqué justement plusieurs théories du complot, est-ce qu'on observe une mécanique? Est-ce qu'il y a toujours un peu les mêmes schémas qui font que c'est très compliqué quand on est face à un complotiste d'arriver à démonter justement l'argumentaire? Oui, alors là vous parlez de la rhétorique plutôt, parce que le complotisme c'est à la fois un récit de dévoilement, une accusation, une condamnation morale également, mais la rhétorique, oui, elle est très stable à travers le temps, c'est-à-dire qu'on est toujours dans le renversement de la charge de la preuve, on est dans la constitution de ce qu'on appelle des millefeuilles argumentatifs, c'est-à-dire qu'on prend des arguments empruntés à des champs très variés de la connaissance qui, présentés ensemble, produisent un effet d'intimidation intellectuelle très fort qui fait que vous dites « mais tout ne peut pas être faux, donc il n'y a pas de fumée sans feu ». Et donc le soupçon est introduit, et là, la théorie du complot a gagné. Et puis il y a quelque chose qui revient très souvent aussi, c'est le mélange du vrai et du faux, des faits et de l'invérifiable, des spéculations, etc. Et c'est vrai que présenter ensemble, c'est d'autant plus toxique. On vous intoxique d'autant plus avec du vrai mélangé à du faux. Et en même temps, le complotisme sert aussi de temps en temps pour contrer un argument qu'on va nous avancer. Tout de suite, on va taxer quelqu'un de complotiste. Ça va permettre de stopper la discussion. Oui, alors ça, c'est les mésusages, si vous voulez, des mots en général. Alors c'est vrai avec le mot complotiste parce qu'il est chargé négativement. C'est vrai que c'est pas agréable d'être qualifié de complotiste. C'est un mot qui
disqualifie en qualifiant d'une certaine manière. Mais c'est vrai de tous les mots chargés péjorativement, fascistes, racistes, etc. Et ça ne veut pas dire que le fascisme ou le racisme n'existe pas pour autant. Donc, évidemment, on doit l'utiliser à bon escient. Dans votre livre, il y a quelque chose qui ressort, ce sont les insultes antisémites qui sont envers vous, mais de manière générale, il y a toute une rhétorique. Est-ce qu'il y a un lien entre antisémitisme et complotisme ? Il n'y a pas un lien direct dans le sens où on peut tout à fait soutenir des théories du complot sans être antisémite. Ça s'est vu, ça se voit encore et ça se verra. Mais effectivement, on retombe très facilement dans des schémas de ce type-là, sans doute parce qu'il y a tout un matériel symbolique indissociablement antisémite et complotiste qui est prêt à l'emploi, d'une certaine manière, à disposition, qu'on peut retrouver très facilement. Et puis parce que, pour des raisons qui tiennent à la question de l'antisémitisme, parce que, d'une certaine manière, les Juifs, comme bouc émissaire, sont des bons candidats, malheureusement, à l'idéation conspirationniste. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait alors ? Est-ce qu'il faut qu'on discute avec les complotistes ou est-ce que c'est un combat qui est vain ? Je pense qu'on peut toujours discuter avec des gens qui sont accessibles aux arguments et à la contradiction. Là, le problème se pose, c'est lorsqu'on a affaire à des gens qui sont fanatiques de leur propre cause, qui sont dans l'obstination, y compris lorsqu'on leur oppose, si vous voulez, des arguments montrant que ce qu'ils disent est faux. Là, il n'y a pas grand-chose à faire, malheureusement, on peut être que dans la prévention, c'est-à-dire empêcher que les gens qui pourraient être séduits par cela, et c'est normal d'être séduits par cela, eh bien, ne basculent dans cette forme de pensée qui a partie avec l'extrémisme politique quand même. Alors justement, cette prévention, vous parliez tout à l'heure des jeunes qui s'informent énormément sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'il faut réguler les réseaux sociaux ? Est-ce qu'il faut interdire la parole à certains ? Il ne faut pas interdire la parole, si vous voulez. Il faut effectivement réguler, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune raison pour que nos lois, votées démocratiquement, ne s'appliquent pas dans l'univers numérique. Voilà, tout simplement. Donc oui, il faut réguler, il faut, s'il le faut, tordre le poignet aux GAFAM, c'est-à-dire les grandes plateformes de réseaux sociaux, prestataires de services de réseaux sociaux, et leur dire que ici, en France ou en Europe, eh bien, c'est la loi commune qui s'applique. Et appliquer les règles. Très bien. Merci beaucoup, Rudy Merci. Reichelt, d'être venu nous voir. Je rappelle le nom de votre livre, Au cœur du complot, publié chez Grasset. Merci à vous.